Et les midis, on va se mettre en piste. Il y a maintenant 53 personnes qui se sont joints à nous. J'imagine que ça va continuer à rentrer. Comme je disais un peu avant le début du webinaire, on a un programme assez chargé aujourd'hui, donc on va tout de suite mettre ça sur les rails. Bonjour tout le monde, mon nom est Adam Mongrain, je suis directeur habitation à Vivre en Ville. Merci beaucoup d'être ici en si grand nombre. Merci pour votre intérêt pour la publication Porte ouverte pour une sortie de crise en habitation. Aujourd'hui, je vais être assisté de mes deux principaux co-auteurs du document Porte ouverte, Léla Gaffari et Gabriel Cotte, qui vont s'occuper d'acheminer les questions du chat et de la boîte questions-réponses vers moi. On va faire une présentation de peut-être 30-35 minutes. On essaie d'avancer rapidement pour se réserver un maximum de temps aux échanges. Donc, sans plus attendre, je vais aller de l'avant. Aujourd'hui, on est ici pour présenter la publication Porte ouverte qui a été publiée le 23 août. Puis, c'est un premier pas pour vivre en ville sur la question de l'habitation. On cherche à donner des réponses intéressantes et des réponses différentes à la crise qui secoue le Québec. Donc, procédons. Le style de Porte ouverte, c'est pour une sortie de crise durable en habitation. Porte ouverte, ce n'est pas un document à propos de la crise du logement tel qu'on en parle habituellement au niveau des taux d'inoccupation qui sont trop bas. On trouve qu'on fait face à quelque chose de plus grand, de plus grave, de plus englobant. Les conditions en habitation affectent pas seulement les locataires, il y a également énormément de situations de crise pour les propriétaires occupants. Puis, les conditions dans le marché résidentiel exacerbent la crise climatique, exacerbent notre crise environnementale. Donc, on a décidé de prendre une vision large du sujet, puis d'essayer de traiter des choses en profondeur. Pour ce faire, le document est divisé en trois grandes parties. La première partie, c'est celle où on établit un consensus au sujet des mécanismes et des conséquences de la crise de l'habitation. Je ne veux pas vous enterrer de statistiques, mais il faut qu'on commence par mettre la table pour savoir de quoi est-ce qu'on parle. Donc, je vais vous en présenter quelques-unes. C'est la première fois aujourd'hui qu'on regarde cette diapo-là. Je vous avertis, on va la revoir quand même assez souvent. La crise de l'habitation, ça s'exprime beaucoup à travers les prix. Puis ce que vous voyez à l'écran, ce sont les ventes rapportées par l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec pour la grande région Montréal en 2009. Non, excusez-moi, c'est même pas vrai. Par l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec à la grandeur du Québec. Donc, le prix médian des maisons individuelles en 2009, 2013, 2017 et 2021. Ce qu'on voit, c'est que sur la base de 2009, les prix ont bondi de 95 à la grandeur du Québec. À Sherbrooke, c'est 101 puis à Gatineau, 112 Dans la région de Montréal, les prix ont progressé de 118 depuis 2009. Les hausses qu'on a vues sont déconnectées des revenus des ménages. Puis c'est pour ça qu'on est en crise. Si les deux courbes que vous voyez à l'écran en ce moment, qui représentent en haut le prix des maisons, puis en bas les revenus, étaient couplés, on ne serait pas en situation de crise. C'est parce qu'il y a un écart qui se creuse en ce moment entre le prix des choses et l'argent qu'on a dans les poches pour l'acheter qu'on dit qu'on est en situation de crise. Puis il y a encore des personnes qui sont capables d'accéder au marché, il y a encore des transactions qui se réalisent, mais ce qu'on voit, c'est qu'au fur et à mesure que l'écart se creuse, mais c'est de plus en plus dur pour de plus en plus de gens. Donc, on est dans une crise de l'habitation. Ce n'est pas qu'une situation qui affecte les locataires. Puis, on sait que la façon dont les gens peuvent réagir à cette déconnexion entre les prix et les revenus, ben, c'est en bougeant. Puis, ça fait longtemps qu'on est en train d'arroser la plante de la crise de l'habitation. La phrase Drive until you can qualify, c'est quelque chose que moi j'entends depuis que je suis tout petit, j'ai 35 ans maintenant. Ça fait longtemps que les gens réagissent à une augmentation des prix en utilisant la voiture ou n'importe quel autre moyen de transport pour se rendre loin de l'explosion des prix. Puis, c'est le cœur de notre problème à l'intersection de l'abordabilité et de la durabilité, c'est qu'il n'y a pas encore de façon de vivre durablement loin des endroits qui sont bien desservis en transport collectif et actif, loin des emplois, loin des commerces et des services. Ce que vous voyez à l'écran en ce moment, c'est le bilan d'émissions de gaz à effet de serre par ménage dans la grande région de Montréal. Puis, je n'aurais pas besoin d'insister pendant trop longtemps. Vous voyez bien que là où c'est jaune, en général, les gens émettent moins de gaz à effet de serre. Là où c'est brun ou orangé très foncé, ils en émettent plus. Donc, au fur et à mesure qu'on drive until we can qualify, que les gens se sauvent de cette hausse de prix dont on vient de parler, on est constamment en train de, vous le savez, détruire des milieux humides, mais aussi d'augmenter notre bilan de gaz à effet de serre. Et en soi, on ne réussira pas à atteindre les cibles dont on a besoin pour faire la lutte au changement climatique. Puis, ce n'est pas une situation qui date d'hier. Comme je disais, ça fait longtemps qu'on arrose cette plante-là. J'ai une image à vous présenter à ce sujet-là.
Ce que vous voyez à l'écran en ce moment, c'est la superficie urbanisée puis la croissance démographique entre 2000 et 2020 dans la grande région de Montréal. Donc, regardez bien, tout ce qui est en turquoise, tout ce qui est en bleu, c'est le territoire urbanisé. Puis toutes les pointes orangées, c'est là où il y a eu la croissance démographique entre 2000 et 2020 dans la grande région de Montréal. Le portrait est très choquant. Vous le voyez comme moi, les pointes. Je vais retourner à la diapositive d'avant. Regardez qu'est-ce que ça veut dire. La façon dont on vit la crise de l'habitation, puis les conséquences de la crise de l'habitation en ce moment, c'est une force centrifuge qui dirige la majorité de la croissance démographique à des endroits qui sont moins durables. Puis le mécanisme à travers lequel on est pris dans cette crise-là, c'est un mécanisme d'abordabilité, c'est un mécanisme de prix. Donc, pour essayer de faire une sortie de crise durable en habitation, il faut s'intéresser à qu'est-ce qui est les déterminants de l'abordabilité. L'abordabilité, c'est une drôle de mesure. Je pense que je ne suis pas le seul qui est grandement confus par le terme logement abordable. D'ailleurs, on essaie de jamais, ni dans Porte ouverte, ni dans aucune activité de vivre en ville, utiliser le terme logement abordable. Pourquoi? Parce que, comme on l'a vu avec la courbe des revenus et la courbe des prix, l'abordabilité, c'est une mesure à deux échelles. Il y a toujours le prix du bien qui est mis en vente ou qui est transigé, puis il y a les moyens qu'on a pour l'acheter. Euh, un logement abordable, c'est comme si on essayait de contraindre toutes ces conditions-là démographiques, économiques, sociales dans un logement. Mais le logement, lui, il y a juste un prix. Il n'y a pas vraiment d'emprise sur les moyens de la personne qui l'habite. Donc, pour travailler sur un contexte d'abordabilité qui va arrêter d'éjecter les gens en dehors des milieux durables, il faut qu'on ne parle pas d'un sous-ensemble de logements abordables ou d'un bâtiment particulier qui est abordable, mais qu'on parle d'un contexte d'abordabilité. Le contexte d'abordabilité, c'est la cible ultime de porte ouverte. Qu'est-ce qu'il définit? C'est pas le prix des choses, parce que le prix des choses tout seul, ça veut rien dire. Les moyens qu'on a pour se le payer sont également importants, puis ça, on a beaucoup de mal à donner, par exemple, de l'argent à tout le monde. Ce qui définit un contexte d'abordabilité, c'est que tout le monde a des options résidentielles, peu importe leur revenu. Puis, la manière dont on voit que les gens ont des options résidentielles intéressantes, c'est par des marqueurs qui sont importants, mais qui ne sont pas aussi clairs que les prix. Ce qui nous intéresse le plus, c'est la surenchère et les listes d'attente. C'est les signaux les plus clairs qu'on n'est pas dans un contexte d'abordabilité parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui sont en compétition les uns pour les autres pour accéder aux mêmes espaces. Donc, l'abordabilité, j'y reviens puis on va en parler beaucoup, c'est un contexte dans lequel tout le monde, indépendamment de leurs revenus, sont en mesure de trouver des options intéressantes dans le marché sans avoir à se battre avec d'autres personnes. Pour faire ce changement de paradigme-là, pour ce changement de relation avec l'habitation en général, Porte ouverte invite une discussion franche à propos des parties prenantes de la crise de l'habitation. Évidemment, c'est dans les nouvelles constamment en ce moment, la crise du logement, les ménages à la rue. On a des idées claires de qui sont les méchants dans la crise de l'habitation, puis c'est quoi le problème. Mais on veut dépasser ces évidences-là, puis parler de qu'est-ce qui a pour de vrai en jeu quand on parle de changer le contexte pour arriver à un contexte d'abordabilité. Puis, à cet effet-là, je retourne à mes diapositives. Comme je disais, on n'a pas fini de les voir, les hausses des prix. Ça, c'est les hausses des prix partout au Québec, mais on va se concentrer juste pour un exemple, juste pour une réflexion sur la région de Montréal. Donc, si on regarde les prix dans la grande région de Montréal, en 2009, 240, 2013, 280, 2017, 315 et 2021, 522. Supposons qu'on se dit, on va établir 2013 comme notre contexte d'abordabilité souhaité. On aimerait ça que les prix reviennent où ils étaient en 2013 parce que c'est la déconnexion, ça s'est passé dans le temps. On pourrait dire qu'on revient 10 ans en arrière, puis on va être dans un contexte d'abordabilité plus intéressant. Mais commençons par calculer, juste à dessein, de se faire une idée sur qu'est-ce qui est en jeu. C'est quoi la différence de prix? Qu'est-ce qui a été créé par cette appréciation-là entre 2013 et 2021? Puis là, c'est un petit exemple, c'est juste pour l'exercice. Entre 2013 et 2021, le prix médian des maisons, juste dans la région de Montréal, a augmenté de 242 000, 242 500. Ça se tient, tout le monde fait le calcul. Si on multiplie l'appréciation médiane de la maison individuelle par le nombre total de maisons individuelles qu'il y avait dans la région en 2013, donc 525 000 approximativement. On fait le calcul 242 500 fois 525 000. Ça donne combien?
Bien, ça donne 127,5 milliards de dollars. Puis les milliards, c'est dur pour moi à conceptualiser, c'est un trop gros chiffre, donc j'aime ça le dire en millions. Ça fait 127 000 millions de dollars de richesse implicite. Où est cette richesse? Évidemment, c'est beaucoup des hypothèques, fait que les banques profitent. Évidemment, les prix des maisons ont augmenté, fait que les gens qui vendent des maisons neuves en profitent. Mais la majeure somme de cette richesse-là est dans les poches des gens de tous les jours. Puis ça ne veut pas dire, évidemment, qu'ils ont tout le monde 240 000 comptant dans leur poche. Mais si on pense qu'on va créer un contexte d'abordabilité, donc on va travailler sur la question des prix, voici l'effort que ça représente. Voici qu'est-ce qu'on a laissé glisser en tombant dans un contexte d'inabordabilité où tout le monde a de plus en plus d'efforts à faire pour déménager. Dans des contextes analogues comme en Colombie-Britannique, il y a des gens qui ont fait le calcul sur c'est quoi, dans le fond, dans une crise de prix, les gagnants, les perdants. Puis évidemment, comme je disais, il y en a qui font les manchettes. Il y a des propriétaires qui se sont fait épingler avec des rénovictions, avec des hausses de loyer qui n'avaient pas d'allure. On a vu des cas où est-ce que la clause F du bail était remise en question. Mais on est dans une situation où les prix ont augmenté dans l'ensemble, mais ce n'est pas une personne qui détient la majorité du stock résidentiel, c'est dans la poche des gens. Donc, quand on parle d'un changement d'échelle, quand on parle de transformer la relation, transformer le contexte, on parle de nous-mêmes. C'est les citoyens nous-mêmes qui sommes les conducteurs et les passagers de la crise de l'habitation. Maintenant, un coup que le constat est posé, bien, évidemment, c'est dur, c'est lourd. Comment est-ce qu'on fonctionne? Comment est-ce qu'on va de l'avant avec ça? Bien, le cœur de porte ouverte, c'est une feuille de route. On veut définir et ouvrir les portes de l'abordabilité dans le marché de l'habitation pour créer un contexte d'abordabilité dans lequel tout le monde a des options intéressantes, peu importe leur revenu. Les 4 portes sont accompagnées de 4 solutions clés pour un total de 16 pour faire des réels progrès en faveur de l'abordabilité dans les milieux durables pour une sortie de crise durable en habitation. Mais il y a une partie super importante de laquelle on ne peut pas faire l'économie, qui est notre parti pris, nous, dans l'état actuel des choses. On dit souvent, quand on parle de solution, mais il n'y a pas de solution magique. Puis, c'est une évidence, c'est comme un dédouanement. Ah, il n'y a pas de solution magique. Mais si on le dit, puis on prend une seconde pour y réfléchir, qu'il n'y ait pas de solution magique, ça veut dire que toutes les solutions qu'on va présenter sont nécessairement incomplètes et imparfaites. Puis, si on attend de trouver une solution qui nous épargne la douleur de cette imperfection ou du fait que c'est incomplet, ben, on va rester dans une crise d'habitation à perpétuité. Ce n'est pas quelque chose qui va se résorber par elle-même. Donc, on propose toutes les solutions dans Porte ouverte, puis on dit que c'est des choses qui sont essentielles pour créer un contexte d'abordabilité. Mais il n'y a rien dans le document qui nous absout en tant que citoyen, puis en tant que résident, puis en tant que partie prenante de la crise de faire des choix difficiles. Il n'y a pas de manière de se donner ce contexte d'abordabilité-là sans transformer la relation que individuellement, en tant qu'agent de la société, on a avec l'habitation. Donc, tout le monde a son rôle à jouer. C'est pour ça qu'on dit beaucoup de solutions, mais aucune absolution. Finalement, on parle d'aucune absolution aussi parce qu'on présente 4 portes, mais ce n'est pas 4 portes qui peuvent être franchies selon les sensibilités de tous et chacun. Il y a certaines choses qui plaisent à plus de personnes, il y a certaines choses qui semblent plus faciles, il y a certaines choses qui semblent plus faciles à mettre en application. Les portes de l'abordabilité ne sont pas une à côté de l'autre, sont une derrière l'autre. Chaque chose qu'on présente dans Porte ouverte, c'est l'hypothèse de Porte ouverte, est nécessaire. C'est un peu comme un autobus qui a 4 roues. Si on en enlève une roue, si on essaie de faire avancer l'autobus avec seulement une roue, ça ne fonctionnera pas. Donc, toutes ces choses-là sont complémentaires et interdépendantes. Maintenant, quelles sont les portes de l'abordabilité qu'il faut ouvrir? On va y aller dans l'ordre. La première porte à ouvrir, c'est combler le déficit d'espace habitable dans les milieux durables. Pour que tout le monde puisse vivre dignement puis durablement, donc aux endroits qui sont près des emplois, près des services, près des transports collectifs, il faut arrêter la surenchère d'un milieu complet puis qu'on fasse plus de place que le monde qui cherche de la place dans ces milieux-là. Sans une capacité résidentielle suffisante, les espaces qui sont productifs, les espaces qui sont durables, ils se remplissent. Puis ceux qui ne sont pas capables d'y habiter parce qu'ils n'ont pas les moyens ou ils sont mis sur une liste d'attente, mais ils sont tenus d'aller ailleurs, puis ils vont aller ailleurs. Il n'y a pas de manière d'empêcher les gens d'exister. On le voit, on a plus de signaux dans
le marché locatif, parce qu'on a l'enquête sur le logement locatif, ce qu'on a vu en 2021, c'est qu'il y avait à peu près nulle part au Québec où le taux d'inoccupation était en haut du 3 à certains endroits, ça avoisine à 0 mais on voit des marqueurs d'insuffisance d'espace, pas juste dans le marché locatif. Puis, pour se donner une idée de c'est quoi donner de la place à tout le monde, mais je propose un petit exercice, un court passage vers une anecdote pour réfléchir à de quoi ça a l'air quand il n'y en a pas assez pour tout le monde. Dans une vie précédente, avant d'être directeur en habitation à vivre en ville, moi, j'étais agent de bord, puis je volais à bord de Boeing 737 qui avait 189 passagers. Sur les vols de nuit, on amenait des oreillers, on en amenait 30. Ces 30 oreillers-là, ils étaient situés au milieu de l'avion, donc à la rangée 15. Donc, on se faisait poser la question, peut-être une heure après le décollage, est-ce que vous avez des oreillers? Ben, la réponse est oui, on a des oreillers. Donc, un agent de bord s'en va au milieu de l'avion, ouvre le compartiment, sort une oreiller. Il y a 189 passagers qui voient qu'il y a des oreillers, donc il y en a 189 plus ou moins qui demandent un oreiller. Mais on en a 30. Puis là, je vous pose la question, puis je sais que vous ne pouvez pas me répondre en ce moment, comme de façon très, très rhétorique, juste pour l'exercice, comme comment est-ce qu'on distribue justement ces 30 oreillers-là? Est-ce qu'on le donne aux personnes qui sont malades? Est-ce qu'on le donne aux enfants? Est-ce qu'on le donne aux femmes enceintes? Puis si on va un peu plus loin, supposons qu'il y a 31 femmes enceintes. À qui on ne le donne pas? Ou s'il y en a juste 18, qu'est-ce qu'on fait avec les 12 oreillers excédentaires? Là, vous me voyez peut-être naïf, vous dites, ah, c'est trop simple, c'est pas comme ça que ça marche dans le marché de l'habitation, on n'est pas dans une situation analogue à ça. Mais encore, une autre anecdote d'agent de bord, puis je pense que c'est important de se rendre au bout de l'exemple pour soutenir l'argument du déficit d'espace. On amène la quantité égale de repas que de personnes dans un avion. On a 189 passagers, 189 repas, mais il y a deux options. Il y a des pâtes, puis il y a du poulet. Donc, par exemple, 120 pâtes et 69 poulets. Dans une situation comme ça, vous le savez comme moi, ce n'est pas tout le monde qui va avoir ce qu'il veut. Ça n'arrive pas. Même en ayant exactement le même nombre de repas que de personnes, on se met dans une situation où il n'y en a pas assez pour tout le monde. Puis, c'est vraiment ce que je veux essayer de rendre clair quand on parle de rembourser le déficit d'espace habitable dans les villes. Ça prend plus de place que de monde qui cherche de la place. Puis dans le bien résidentiel, ça veut dire que ça prend plus de 5,5 que de gens qui cherchent des 5,5, ça prend plus de 4,5 que de gens qui cherchent des 4,5. De toutes les typologies, la seule manière de s'assurer qu'il y en a assez pour tout le monde, c'est d'en avoir plus qu'il y a de monde. Puis, c'est au cœur vraiment de la réflexion qu'on a sur notre besoin d'espace. Il n'y a pas de justice en situation de manque. Si en ce moment, au niveau de la qualité du bien résidentiel, comme soit la qualité du construit ou le prix, il n'y en a pas assez pour tout le monde, il n'y a pas de bonne manière de distribuer cette ressource insuffisante-là. C'est toujours arbitraire. Puis c'est pour ça qu'on parle des marqueurs de la surenchère puis des listes d'attente. C'est comme ça qu'on sait qu'on n'est pas dans un contexte d'abordabilité parce qu'il y a de la compétition pour des choses dont les gens ont besoin. Puis ce n'est pas un besoin qui était légitime. Je pense que c'est important qu'on assoie ça dans le concret. La manière dont les gens répondent à leurs besoins résidentiels, c'est en déménageant. Donc, ce que ça veut dire, ça, c'est que partout dans une vie, on a un parcours résidentiel qui dépend de l'espace disponible. Pour déménager de chez nos parents quand on a fini nos études, il faut qu'on aille dans un espace qui existe. Pour fonder une famille, il faut qu'on aille dans un espace qui existe. Ça prend une place où est-ce qu'il y a une chambre pour les enfants. À contrario, il y a des gens qui se séparent en ce moment, puis ils n'ont nulle part où aller parce qu'ils veulent rester proches de l'école, ils veulent rester proches des emplois, mais ça n'existe pas des appartements à plusieurs chambres pour des parents monoparentales en ce moment. On n'a pas cette place-là. Donc, particulièrement dans les milieux où les prix ont explosé, où la croissance démographique a été redirigée à l'extérieur, il faut absolument combler ce déficit-là. Donc, ça, c'est la première porte à ouvrir. Comme je remets cette fiche-là à l'écran pour vraiment enfoncer le clou. Voici ce qui se passe en ce moment. Ça, c'est 20 ans de progrès de croissance démographique qui a été dirigé en dehors des milieux durables où on veut une croissance démographique pour faire la lutte au changement climatique. Les 4 solutions clés qu'on présente sont importantes. Ils vont nous permettre d'aller de l'avant, mais ça, c'est vrai pour toutes les solutions dans porte ouverte. On n'est pas attaché aux solutions en particulier. L'important, c'est le problème. L'important, ce n'est pas nécessairement la solution qu'on propose. Évidemment, c'est les bonnes premières étapes. Il faut aller de l'avant, mais il ne faut pas perdre de vue que la solution, ce n'est pas l'objet de notre démarche. Notre objet, c'est combler le déficit d'espace habitable dans les milieux durables. Puis au service de ça, des choses qui vont nous aider,
Mais c'est augmenter les capacités résidentielles dans les milieux déjà urbanisés pour optimiser les infrastructures, réformer le cadre d'aménagement pour créer une solidarité au niveau de la capacité résidentielle dans les endroits durables, puis encourager la densification et freiner l'étalement urbain en inversant les avantages fiscaux de l'un et de l'autre. Évidemment, là, je passe rapidement sur les solutions parce qu'on n'est pas dans le détail aujourd'hui, on est plus dans le méta, mais toute l'information est disponible dans le document porte ouverte. La deuxième porte à ouvrir, c'est éradiquer la spéculation du marché immobilier, créer un marché immobilier sans spéculation. C'est nécessaire. Tant que la simple propriété est profitable, ça va faire qu'on ne réussira jamais à mettre assez d'argent dans notre stock résidentiel pour se créer un contexte d'abordabilité où tout le monde a des options intéressantes. On ne réussira pas à créer ce contexte-là si la courbe que vous voyez à l'écran continue à se creuser. Puis il n'y a rien en ce moment qui va forcer la courbe à arrêter. Je sais qu'en ce moment, au cours des derniers mois, il y a eu la hausse des taux directeurs, puis les prix ont un peu reculé dans le marché par rapport à leur pic, mais en page première de la presse ce matin, on annonçait la fin des hausses taux directeurs. Hier, François Legault, il disait qu'il commence à avoir un ralentissement économique. On l'a vu à Toronto, on l'a vu à Vancouver, il n'y a pas de plafond à la valeur des propriétés. Ça va continuer à augmenter beaucoup plus vite que notre pouvoir d'achat. Puis une des choses qui est importante, c'est que le problème dans le marché, le problème des prix, c'est le prix du stock existant et pas nécessairement des nouvelles maisons. Ce que je veux dire par là, c'est que si je vous montre 4 maisons comme ça, ces 4 maisons qui sont grosso modo comparables parce qu'ils ont 4 chambres, donc ils pourraient être occupés par à peu près le même ménage. En le regardant, vous n'êtes pas capable de dire les prix. Toutes ces maisons-là étaient à vendre le 24 août dernier sur Centris. Donc, moi, je connais les prix, je peux vous les afficher. À Forestville, c'était 159 000. Saint-Agathe-de-Lotbinière, c'était 99 000, pardon. À Longueuil, c'était 465 000. Puis à Montréal, c'était 625 000. Les prix, c'est comme la spéculation, c'est quelque chose qui traîne tous les prix. Ce n'est pas l'intention de quelqu'un. Il n'y a pas personne qui a regardé la maison à Montréal et qui a dit, moi, je vais spéculer là-dessus. La manière dont on le sait, c'est que si on recule dans le temps puis on se dit, OK, supposons que par des mécanismes, des solutions qu'on applique, on réussit à rétablir le prix à Montréal à 350 000 Mais qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer avec les autres prix? Évidemment, tout est couplé. Puis, c'est vraiment une caractéristique fondamentale du problème de la crise de l'habitation, c'est que les prix sont couplés ensemble. Au fur et à mesure que les prix augmentent ou qui sont tirés vers le haut par la surenchère ou par d'autres conditions économiques, mais tous les prix suivent dans le marché, puis ça n'a pas besoin d'être reflété dans le pouvoir d'achat des maisons. On ne réussira pas, dans le fond, à créer un contexte d'abordabilité si la vélocité des prix, si l'augmentation des prix n'arrête pas de progresser. C'est absolument essentiel, compte tenu qu'on n'a pas infini d'argent, qu'on réussisse à protéger notre pouvoir d'achat en éradiquant la spéculation du marché, donc en se donnant des moyens d'empêcher les prix de monter. Puis, ça passe, évidemment, je sais ce que je suis en train de dire, là, je me rappelle du 127,7 127 milliards de dollars qui est dans les poches des gens, c'est la porte qui va prendre le plus de délicatesse à ouvrir. Comme la spéculation, c'est comme la marée qui monte, puis tous les bateaux ont monté en même temps, c'est quelque chose de très choquant de dire, on va s'attaquer de front à ça. Mais c'est une condition essentielle, comme je parlais des 4 roues de l'autobus, c'est une condition essentielle pour se créer un contexte d'abordabilité. Donc, à dessein de freiner la spéculation, on propose encore 4 solutions. Je le répète, l'important, c'est le problème, ce n'est pas les solutions. Donc, il va falloir qu'on commence à imposer les transactions immobilières pour redistribuer la plus-value immobilière qui est créée par la spéculation, mais aussi aller de l'avant avec des mesures antispéculatives comme un registre des loyers universel, public et obligatoire qui peut aider à stopper l'appréciation des immeubles locatifs, puis protéger le stock existant de mécanismes spéculatifs comme par exemple la conversion en location à court terme. Mais même si on fait ça, on a seulement 2 roues sur notre autobus, ça ne nous donne pas un contexte d'abordabilité. Donc, ça va nous prendre en plus, comme troisième porte à ouvrir, une abondance d'unités hors marché. Puis, je pense qu'il faut faire attention au mot aussi. Unité hors marché, on voit tout ce qui est abus non lucratif essentiellement, que ce soit des coopératives, logement social, OBNL, tous les modèles sont bons. Évidemment, c'est super important, puis on en parle beaucoup pour répondre aux besoins d'une clientèle ou de gens en général qui n'ont pas beaucoup de moyens. Mais ce n'est pas le rôle qu'on lui donne dans Porte ouverte. C'est
essentiel, évidemment, qu'il y ait une offre à but non lucratif pour garantir des prix relativement bas. Mais si on achète les maisons, là, comme si on dit, OK, on part un grand chantier, puis maintenant, on socialise le parc résidentiel, on met ça à 100 qui est à but non lucratif, mais il faut acheter les maisons au prix qui sont en ce moment. Ça coûte minimum dans la maison, dans la région de Montréal, 127 milliards de dollars. Puis vous le savez comme moi, ce n'est pas en jeu en ce moment. Donc, il y a un autre rôle à jouer pour la construction hors marché qui est de donner le tempo au marché en soi. En ce moment, sous-construire. En ce moment, ne pas donner assez d'espace habitable, particulièrement dans le milieu durable, c'est extrêmement payant. Pendant que les prix augmentaient, là, pendant que vous voyez les bandeaux monter très rapidement, les augmentations de 50-60 il y avait de moins en moins de propriétés à vendre. Ce que vous voyez en ce moment, c'est un graphique qui a été produit par la SCHL. Alors qu'il y avait de moins en moins de propriétés sur le marché, le nombre de transactions restait fixe. Puis ça, ce que ça veut dire, c'est que si le nombre de transactions reste fixe, puis qu'il y a de moins en moins de propriétés à vendre, bien, il y a de plus en plus de surenchères, il y a de plus en plus d'acheteurs qui se battent pour ce stock-là, puis ça se représente par des surenchères, puis des listes d'attente. C'est les marqueurs, dans le fond, qu'on n'est pas dans un contexte d'abordabilité. Mais c'est super payant. Soyons honnêtes avec ça. Quand on construit une maison puis qu'on la met à vendre 500 000, s'il se présente 20 personnes, c'est sûr que le prix de vente, il ne sera pas 500 000. Puis on ne peut pas compter sur la construction avec motif de profit pour jamais nous créer plus d'espace que ce dont on a besoin. Mais par contre, on peut faire des investissements structurants, puis on doit faire des investissements structurants pour dépasser nos besoins réels, pour s'assurer d'avoir plus de place qu'on a de monde qui cherche de la place en finançant, puis en ouvrant un grand chantier de construction de logements hors marché. Encore une fois, là, c'est la conséquence des hausses de prix. Je le remets à l'écran. C'est important que vous voyez qu'est-ce que ça nous a coûté ne pas avoir de place. Puis maintenant, je vous montre c'est quoi le trou qu'on a creusé. Ça, c'est le logement hors marché qui a été financé par le fédéral pendant un bout. Vous voyez, on a arrêté pendant un grand moment. Là, aujourd'hui, on a plusieurs propositions en compétition les unes avec les autres. C'est quoi le bon chiffre? Dans le cadre de Porte ouverte, pour construire, pour créer ce contexte d'abordabilité, pour cette sortie de crise durable de la crise de l'habitation, le bon nombre d'unités, c'est dès que les listes d'attente sont vides. Et c'est énorme. Je veux mettre les points sur les i à cet écart-là. Le nombre d'unités qu'on a besoin hors marché, ça veut dire assez d'unités pour se donner une situation dans laquelle les gens trouvent facilement un logement, peu importe leur revenu. On dépasse de loin tous les appels qui sont faits. Évidemment, dire des choses, c'est bien. Là, comme il va falloir à un moment donné donner un chiffre, il va falloir qu'on se dise voici combien est-ce qu'on en construit année à année. Mais la juste mesure d'un contexte d'abordabilité, ce n'est pas un sous-ensemble de logements qui est hors marché, ce n'est pas un sous-ensemble de logements qui est à un certain prix. Parce que les gens bougent, comme on disait, la seule manière qu'on peut raisonnablement répondre à nos situations de vie qui évoluent au déménagement, changement d'emploi, changement d'âge, c'est en changeant de place. Et le rôle que le public a à jouer, c'est de donner le pas en s'assurant qu'il y ait constamment des mises en chantier qui permettent aux gens d'avoir des alternatives intéressantes. Ça commence évidemment par le financement et la bonification de programmes pour livrer des unités neuves. Mais il y a plein de nouveaux modèles alternatifs, des fois qui dépendent d'aucune subvention, qu'on peut également aider. Puis à cet effet-là, les nouveaux modèles alternatifs doivent être encouragés avec des ajustements fiscaux réglementaires ou des nouveaux modèles qui nous permettraient de financer du logement hors marché sans subvention, parce qu'on sait l'argent est dur à aller chercher pour ces sujets-là. Mais même ça ne suffirait pas. Même si on dit, OK, on va combler notre déficit d'espace habitable, on enraye la spéculation, puis on se met à construire beaucoup plus d'unités hors marché que ça en a besoin, on n'y arrivera pas sans ouvrir la quatrième porte qui est décupler la productivité du secteur de l'habitation. Comme on est tellement en retard, puis à cet égard-là, c'est très dur de faire du chemin dans le discours public, puis quand on en parle, parce que les gens ne ressentent pas l'ampleur de la crise avant d'être en situation de mobilité résidentielle. Comme le marqueur d'un contexte d'abordabilité, c'est la facilité à changer d'endroit. Les gens qui ne sont pas en ce moment en train de changer d'endroit ne ressentent pas toujours la pleine ampleur de la crise. Puis,
comme on ne ressent pas collectivement, la majorité d'entre nous ne sommes pas constamment en train de déménager, mais ça peut être dur à croire qu'il nous manque tant d'unités et qu'il faut tant qu'on aille plus vite. Mais je vous l'assure, comme le trou qu'on a creusé, ça représente toute la surenchère, puis tous les 10 ans, puis les 20 ans de liste d'attente qu'on a pour certains endroits, particulièrement dans les endroits où est-ce qu'on voudrait accueillir plus de croissance démographique à des desseins de lutte au changement climatique puis de vitalité commerciale. Pour combler ce trou-là, on ne peut pas travailler avec les outils qu'on a en ce moment. La façon dont on produit ce logement-là, la façon dont on crée ces espaces-là, ils ne sont pas adéquats pour la dette à payer. Donc, il faut décupler la productivité pour y arriver plus vite, pour sortir plus vite du trou qu'on a creusé. Ce que je vous présente à l'écran, c'est très schématique, c'est très simplifié, mais ça reste vrai dans la majorité des cas. Si on veut créer un contexte d'abordabilité, évidemment, ben, on voudrait que chaque dollar qu'on met pour créer ce contexte d'abordabilité-là produise un maximum de logements. Puis, le coût minimal pour une unité neuve, mais c'est toujours les coûts de construction. Donc, ce que vous voyez à l'écran, à gauche, vous voyez qu'est-ce que ça coûte, puis à droite, vous voyez combien il faut que ça se vende, combien il faut que qu'on le mette sur le marché pour que le projet ait lieu. Absent un motif de profit, admettons qu'on dit là, pour l'avenir, on a assez eu de plaisir avec la construction à motif de profit. Maintenant, c'est 100% à but non lucratif, toute la construction. Mais absent un motif de profit, il y a une relation directe entre combien ça coûte puis combien on peut le vendre. Puis si on n'est pas en mesure de travailler pour construire plus rapidement puis plus efficacement, même les nouvelles unités à but non lucratif qu'on se donne vont coûter une fortune. Donc, ils vont être découplés du pouvoir d'achat, puis compte tenu que c'est de l'argent qu'on n'a pas à l'infini, bien, ça ne permettra pas d'atteindre un contexte d'abordabilité. Rapidement, juste pour en faire la démonstration très synthétiquement, on a des opportunités d'avancer sur chacun des points qui est dans la colonne de gauche, les coûts accessoires, les coûts de terrain, puis les coûts durs. Comme en coûts accessoires, c'est une anecdote, ça se représente de plein de façons, mais au Canada, on n'est pas loin d'être les champions du monde de la lenteur d'émission de permis. Puis évidemment, quand un projet n'avance pas parce que le permis n'est pas émis, bien, les architectes, les promoteurs, les gestionnaires, les fonctionnaires, tout le monde est en train de travailler. Puis tout ce dollar-là qui est dépensé sur le salaire de ces gens-là va se retrouver directement dans le prix de vente. Donc, il y a peut-être des manières d'envisager de produire plus rapidement en travaillant sur le sujet des coûts accessoires. Même chose sur les coûts matériels. Évidemment, on ne peut pas avoir du bois gratuit, mais il y a des façons de construire, des façons de faire les choses en ce moment qui coûtent très cher et c'est artificiel. J'ai un exemple très marquant à ce sujet-là, qui est la hauteur maximale autorisée avec une seule sortie. Au Royaume-Uni, on peut construire un maximum de hauteur, juste une sortie, ça va bien. En Italie, on est à 80 mètres, en Allemagne, 60 mètres, 50 en France, 5 étages au Japon, 3 étages aux États-Unis, puis 2 étages au Canada. On est la place dans le monde où on peut construire le moins haut avec seulement un escalier ou seulement une sortie. Puis on n'est pas la place où est-ce que le monde meurt le moins dans les incendies, c'est comparable ailleurs. C'est un cadre en ce moment qui nous impose énormément de surcoûts matériels dans la façon dont on construit notre logement. Parce qu'évidemment, s'il y a 2 escaliers, mais ça prend un corridor qui se rend à cet escalier-là, ça prend le matériel pour construire l'escalier, ça prend beaucoup de travail qu'on n'aurait pas besoin de faire. Donc, c'est un exemple, il y a d'autres manières de l'envisager, mais il y a des façons pour nous de réduire les coûts durs, les coûts matériels en construction neuve. Puis finalement, mais sur le coût du terrain, c'est une drôle de bête parce qu'il est beaucoup attaché à la spéculation, il est beaucoup dirigé, dans le fond, par la demande, particulièrement dans le milieu durable, mais il y a quand même quelque chose qui reste vrai, c'est qu'à localisation égale, puis là, ce que je vous montre, c'est 2 maisons qui sont à Val-des-Sources, sont à peu près sur le même coin de rue. À localisation égale, la chose la plus chère, c'est toujours la moins dense. Là, vous voyez 138 000 puis 250 000. Évidemment, 250 000, c'est plus cher que 138 000, mais le 250 000 est payé par 2 ménages. Le 138 000 est payé par un ménage. Je vous prie de me croire, la maison que je monte à gauche a besoin de beaucoup d'amour. Si on multiplie le prix par 2, ça fait 276 000. Ce qu'on veut dire, dans le fond, c'est que, puis il y a vraiment juste une manière de l'exprimer, à centralité égale, à localisation égale, la chose qui coûte le plus cher, c'est toujours celle qui est divisée par le moins de ménages. Donc, on ne peut pas, puis on ne propose pas, faire une tour d'1 million de personnes sur un terrain pour le diviser en 1 million de personnes. Mais c'est quand même notre manière la plus intéressante de s'attaquer au coût du terrain à des fins de productivité, c'est de diviser le coût du terrain dans plus de ménages pour permettre à plus de personnes d'habiter, de se séparer ce coût-là qui reflète dans le fond l'état de la spéculation. Là,
Je reçois beaucoup des questions de la part des partenaires et des gens au Québec à propos de l'allègement réglementaire. Est-ce que c'est ça que je propose ici, de l'allègement réglementaire? Ben, en fait, je pense que non. Ce n'est pas de l'allègement réglementaire parce que ça ne donnerait rien d'enlever tous les règlements. Euh, Pensons-le comme les règles d'un jeu. Les règles d'un jeu produisent des résultats. Si on est dans un jeu où est-ce qu'on dit on avance un pion selon ce qui est sorti sur le dé, puis tout le monde s'y conforme, ben, c'est ça qu'on va voir. Ce qu'on propose, dans le fond, c'est pas de abolir le dé, puis là, tout le monde avance comme qu'on veut, c'est de changer le dé. Plutôt qu'un dé à 6 faces, on peut prendre un dé à 20 faces. Plutôt qu'un dé à 6 faces, on peut prendre un dé à 12 faces. Ce n'est pas important. Ce qu'on veut faire, c'est réglementer en faveur des résultats escomptés. C'est une réglementation du marché qui va le rendre productif et non pas une déréglementation. Mais si les règles doivent nous amener là où on veut aller, il faut qu'on soit, encore une fois, obsédé par le problème, puis pas par la solution. Ce qu'on veut, c'est combler le manque à gagner puis créer une abondance d'unités hors marché dans un contexte où on a sorti la spéculation du marché. À dessein de faire ça, le cadre réglementaire est appelé à changer. On va faire un remaniement réglementaire, on va re-réglementer l'état du stock résidentiel pour arriver à des fins qui produisent un contexte d'abordabilité, qui donnent des options résidentielles à tout le monde dans les milieux durables, près des emplois, près des services et près des axes de transport structurants. C'est un gros document, c'est une grosse présentation. Je reconnais qu'en ce moment, j'en mets beaucoup dans votre assiette. On sait que c'est possible. Ce n'est pas une vue de l'esprit quand on a travaillé sur Porte ouverte. On ne s'est pas dit on va inventer quelque chose. Le monde dont je vous parle en ce moment, qui a une abordabilité qui permet aux gens de se mouvoir facilement puis trouver des logements qui conviennent à leurs besoins sans constamment payer plus cher ou faire plus d'efforts ou attendre plus longtemps sur une liste d'attente, ce monde-là, il existe. Il existe dans d'autres circonstances, il existe dans d'autres territoires. Regardez qu'est-ce qu'il y a à l'écran, c'est la progression, dans le fond, du pouvoir d'achat par rapport au prix des propriétés dans 7 pays. Vous remarquerez deux choses. Le Canada est la pire place dans le monde en ce moment à cet égard-là. Il n'y a nulle part dans le monde où est-ce qu'on perd plus ce contexte d'abordabilité-là, cette mobilité résidentielle-là, cette capacité à se mouvoir pour répondre à nos besoins sans avoir à surpayer. Mais remarquez aussi qu'il y a des endroits qui ne sont pas proches les uns des autres, qui ne sont pas nécessairement dans le même système politique, où ils sont en mesure de faire progresser le pouvoir d'achat des ménages. Il y a des endroits où l'habitation coûte de moins en moins cher. Puis c'est un contexte qu'on peut se donner ici. C'est une utopie possible, on peut y aller là. Mais on ne peut pas y aller si on n'ouvre pas les 4 portes. C'est absolument essentiel de voir toutes les actions qu'on a besoin de faire dans un ensemble. On doit combler le déficit d'espace habitable pour enlever la surenchère des listes d'attente, pour diriger la croissance démographique là où les gens veulent vivre et là où ils peuvent vivre dignement et durablement. On doit éradiquer la maladie des prix, qui est la spéculation, qui nous condamne, dans le fond, à constamment être à la traîne des prix réels. On doit créer une abondance d'unités hors marché pour s'assurer que notre stock résidentiel répond constamment à nos besoins. Puis on doit se donner les outils de faire tout ça rapidement parce qu'on est en train de perdre la course. Les prix vont recommencer à remonter, puis on n'est pas encore en train de travailler sur le grand chantier du contexte abordable. Donc, à cet effet-là, c'est notre appel dans Porte ouverte. Puis, on espère que vous allez lire la publication, vous allez faire des commentaires. Puis, pour le reste du webinaire, je vais m'ouvrir aux questions. Je vais demander à mes collègues Léla et Gabriel de m'aider avec le tri. Merci beaucoup pour votre attention. Le document est disponible en ligne. On va mettre le lien dans le chat si ce n'est pas déjà fait. Je suis facile à trouver dans mon grain directeur habitation en Vivre en Ville. Si vous avez des questions, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez qu'on discute du cœur de Porte ouverte, ça va me faire plaisir de me rendre disponible au-delà du webinaire d'aujourd'hui pour répondre aux questions. Je me mets les questions sous les yeux. Est-ce que les modalités d'occupation des logements sont prises en compte dans l'étude Porte ouverte? Par exemple, le tiers des logements serait occupé par une personne seule. Pas explicitement. Puis, c'est à dessein qu'on ne s'intéresse pas à ça parce que qui de mieux pour connaître ses besoins que les personnes qui sont en train de déménager eux-mêmes? Donc, sans être dans une pente glissante, on ne s'intéresse pas particulièrement au nombre de personnes par unité.
Sinon, pour constater que dans certaines circonstances, comme par exemple à Montréal-Nord en pandémie, il y a eu d'énormes problèmes d'overcrowding, de surpopulation par unité, parce que notre déficit d'espace habitable est plus représenté par un nombre d'espaces habitables par personne que d'une mauvaise occupation du stock qu'on a. Évidemment, le Canada souffre d'une obésité résidentielle incroyable. On a parmi les plus grandes maisons du monde, puis c'est probablement pas de tout de l'espace dont on a besoin, mais la majorité de cette obésité résidentielle-là est justement un facteur de la non-durabilité des territoires qui ne sont pas desservis par des axes de transport collectif ou qui sont loin des emplois. Donc, c'est quand on parlait, par exemple, d'inverser les avantages fiscaux de la densification puis de l'étalement, là où ça ne coûte pas cher construire, donc par exemple dans des milieux humides nouvellement asphaltés, mais il y a une certaine tendance à construire plus grand que ce dont on a besoin. Puis c'est à dessein, dans le fond, de garder nos yeux sur augmenter le nombre d'espaces nets de personnes qui peuvent habiter dans les milieux durables, qu'on ne s'intéresse pas particulièrement à l'occupation des bâtiments. Où placeriez-vous la vision de la réhabilitation adaptative des bâtiments patrimoniaux? Bien, évidemment, les espaces qu'on a, c'est des espaces extrêmement utiles. Puis, c'est important de faire un usage optimal de toutes ces choses-là. Comme le problème est plus important que la solution, si on met dans le problème des égards à propos de la réutilisation, du réaménagement, de la bonne utilisation des ressources, je pense que c'est important de garder en tête que quand on parle de réglementer le marché en faveur des finalités qu'on veut, on parle d'une bonne utilisation du dollar investi, puis on le sait que c'est extrêmement prompt au gaspille, puis à la dilapidation des ressources de juste tout sacrer à terre puis reconstruire. En ce moment, c'est souvent qu'est-ce qui se fait parce que c'est ça qui est rentable, mais si on réglemente dans le sens de ce qu'on veut, ça va devenir plus intéressant de réhabiliter, réoccuper, réaménager les espaces existants pour augmenter la quantité nette d'espaces habitables. Puis, c'est évidemment du cas par cas. Quand on parle d'un contexte d'abordabilité, on parle d'un contexte de mobilité résidentielle pour les personnes à l'échelle des agglomérations, des quartiers, des villes. Puis, on ne pourra pas appliquer une règle qui va fonctionner dans tous les cas. Si on est obsédé par le problème de créer de l'espace là où les gens devraient habiter dignement, de façon salubre, près de leur emploi, près de leur famille, près de leurs amis, on va arriver à des réponses intéressantes sur la bonne utilisation du stock qu'on a. Est-ce qu'il y a des pays qui ont vécu une crise du logement puis qui ont réussi significativement à la faire reculer ou à y résister? Euh, il n'y en a pas beaucoup. Pour tout dire, en fait, les endroits où ça va bien au niveau du pouvoir d'achat, où on a réussi, dans le fond, à empêcher les prix à s'échapper du pouvoir d'achat, c'est souvent, dans le fond, la conséquence de décisions en aménagement ou de décisions économiques ou de décisions politiques qui ont été prises il y a très longtemps. Puis, la crise de l'habitation qui nous secoue en ce moment, c'est quelque chose de relativement récent. Le grand découplement des prix entre les prix et les revenus, évidemment, ça s'est exacerbé, ça a commencé un bout, mais pendant un moment, les maisons se vendaient moins cher qu'on les avait achetées. Ça ne fait pas si longtemps que ça, dans le fond, que toutes les offres d'achat sont renégociées à la hausse, puis c'est un contexte qui est peut-être éphémère, peut-être ça va rester. En ce moment, ça va être dur de remettre la pâte à dents dans le tube. Ce qui est plus inspirant, c'est d'essayer de voir les caractéristiques communes des endroits où est-ce qu'ils n'ont pas les crises, parce qu'ils n'ont pas pris les mêmes décisions qu'on a prises au Canada, puis essayer d'importer ça ici. Puis il y a certaines affaires qui sont impossibles à transférer de contexte. Comme par exemple, la situation japonaise est très intéressante. Les prix sont constamment en train de reculer au Japon, mais la valeur des maisons après 30 ans au Japon, c'est 0 $. Pour des raisons culturelles, les Japonais ne veulent pas vivre dans une maison usagée. Donc, la courbe des prix, c'est à peu près la courbe des prix des voitures neuves ici. On sait, c'est une blague qu'on fait. Dès qu'on sort du stationnement du concessionnaire, la voiture a perdu la moitié de son prix. C'est la même chose au Japon. On ne peut évidemment pas importer ça au Canada. Mais c'est quand même une manière de réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait faire ici pour reproduire ces conditions de marché-là, parce qu'on sait que dans des conditions de marché comme ça, les gens ne sont pas nécessairement plus pauvres à cause que leur maison recule. C'est quand même un pays industrialisé, une force économique, etc.
J'aimerais ça donner une réponse plus satisfaisante à cette question-là, comme qu'est-ce qu'ils ont fait ailleurs pour s'en sortir. La raison, c'est que la Terre entière est fouettée en ce moment par la crise de l'habitation, puis on n'a pas encore vu de territoires qui ont réussi à absorber, à encaisser le choc, puis à s'en sortir, puis garantir une mobilité résidentielle à tout le monde. C'est à dessein de le faire pour une première fois qu'on propose d'ouvrir les 4 portes d'abordabilité ici au Québec. Est-ce que les municipalités de toute taille peuvent agir maintenant sans nécessairement compter sur une révision des octrois des paliers provincial et fédéral? Je pense entre autres au pouvoir de droit de préemption qui peut permettre de mieux planifier le développement de logements. Euh, oui, oui, absolument. C'est une responsabilité partagée. Comme on disait d'entrée de jeu, tout le monde est un agent de la crise de l'habitation. Tout le monde est à la fois conducteur et passager en tant que citoyen, puis en tant qu'élu et en tant que petite ville. Il y a certaines conditions très bizarres au Québec qui euh, minent un peu le pouvoir d'action des municipalités. En outre, que les investissements dans le logement, comme par exemple à travers le droit de préemption, sortent du périmètre comptable des villes. Puis à cet égard-là, le périmètre comptable des villes il est fixé par une imposition d'équilibre budgétaire. Les villes ne peuvent pas s'imposer ne peuvent pas s'endetter pour faire de la planification stratégique du développement de logement. Ils doivent toujours déclarer un équilibre budgétaire. Puis évidemment, ça mine beaucoup la possibilité de leadership, ça mine beaucoup la vélocité de ces idées-là. Malgré tout, si tout le monde a son rôle à jouer, on a 16 solutions clés. Il y en a qui sont clairement dans les responsabilités des municipalités de toute taille, notoirement en ce qui a trait à la capacité résidentielle des milieux qui sont déjà durables. C'est certain que si c'est interdit de créer de l'espace habitable là où les gens veulent aller, là où les gens ont le goût d'être, pour par exemple, j'y reviens beaucoup parce que c'est une anecdote qui est vraiment structurante, ça aide à garder ça en tête, comme des couples qui se séparent puis que les deux parents veulent rester proches de l'école. Mais si la capacité résidentielle autour de l'école est fixe, ces personnes-là ne peuvent pas rester les deux proches de l'école. C'est impossible. Ils ne peuvent pas déménager, s'imposer chez des étrangers. Donc, ils sont à la merci des personnes qui partent. Puis, quand l'espace va se libérer, bien, il y a peut-être un autre couple qui vient de se séparer, puis ils vont faire la compétition pour cet espace-là. Les villes ont un rôle structurant à jouer pour permettre l'existence de l'espace dont on a besoin, particulièrement là où c'est compatible avec la lutte au changement climatique. Pensez-vous que la construction d'une abondance de logements au prix du marché peut aussi aider à rendre le logement plus abordable à cause du potentiel d'effet d'offre ou est-ce qu'il faut se concentrer principalement sur les logements hors marché? Euh, c'est une question difficile parce qu'on a le goût de trouver le juste équilibre. Il y a les exemples de Vienne qui sont évocateurs où il y a jusqu'à 50 du stock qui est hors marché. À Houston, ils réussissent quand même à avoir un contexte d'abordabilité, donc au niveau de la mobilité résidentielle, avec très peu de logements hors marché seulement à cause que le marché est extrêmement élastique, flexible, ils construisent beaucoup plus qu'à peu près n'importe où ailleurs. Pas de façon durable, c'est tout en étalement. La proportion idéale du stock résidentiel qui serait hors marché à des fins de garantir une abordabilité, c'est 100. C'est 100 du logement qui devrait être construit et transigé à but non lucratif, mais ça n'arrivera pas. Puis on sait parce qu'on le voit partout ailleurs. J'ai retiré une diapositive à cet effet-là parce que je voulais garder ça en 35 minutes. Au fur et à mesure que le taux de vacances augmente, les prix ou surtout le taux de modification des prix recule. La manière dont les prix sont tirés vers le haut, en construction neuve, évidemment, c'est la marge de profit du promoteur, mais aussi les coûts de construction. Puis ça, c'est des affaires qui sont relativement dures, comme le prix du bois, on ne peut pas le contrôler si facilement. Mais dans l'existant, la manière dont les prix sont établis, c'est en compétition avec les gens. Puis la majorité du parc est existant. On n'habitera pas tous, jamais, de nos vies, toutes dans des maisons neuves. On va tous habiter dans des vieilles maisons. Puis un coup que les coûts sont payés la première fois pour la maison, mais ce qui fixe son prix, c'est les personnes qui se présentent avec de l'argent dans leur poche. Évidemment, il y a des distorsions ponctuelles. Il y a des endroits où est-ce que, par exemple, une maison est sous hypothèque pour 200 000, puis là, le prix de vente est impossible à mettre au-dessus de 180 000 parce qu'il n'y a personne qui se présente avec cet argent-là, puis là, ça crée énormément de souffrance, de douleur. C'est pas ça qu'on souhaite, puis heureusement, on n'est pas proche d'être là en ce moment, mais c'est certain que
en général, s'il y avait moins de compétition pour le stock existant, en nombre de personnes qui cherchent, il y aurait moins d'enclins à faire la surenchère. Puis, à cet égard-là, il y a deux manières de régler ce problème-là. On se débarrasse des gens ou on crée plus de place. C'est une fonction mathématique. Puis, comme je prends le temps de le dire parce que je veux qu'on réalise ensemble, même si je ne vous vois pas, que ce n'est pas une solution sérieuse de se débarrasser des gens. C'est vrai, là, comme on pourrait dire, OK, ben, on a de la surenchère au Québec, ça doit être parce qu'on est trop de monde au Québec, donc on va s'assurer de fermer les portes, puis se débarrasser peut-être d'1 million de personnes, puis là, ça va mettre du slack dans le marché. C'est vraiment impossible à opérer. Et deuxièmement, c'est inhumain. Ce n'est pas une manière qui répond à nos objectifs de collectivité viable, qui nous répond à nos objectifs de construire des milieux de vie pour tout le monde, de voir le problème. Donc, si on veut relaxer les conditions de marché, ça passe par plus de place que de monde qui cherche de la place. Puis, évidemment, qu'il y ait plus de construction de marché, ça va peu aider à nous amener une partie du chemin vers le contexte d'abordabilité. Quand on dit que les 4 portes sont essentielles, rétablir ce déficit-là est essentiel. Mais ça ne se passera pas sans une grande contribution du hors-marché. Qui construirait ce grand chantier de l'habitation si le privé pourrait théoriquement faire plus de profit ailleurs ou pourrait penser que les grands promoteurs laisseraient tomber leurs envies d'investissement ici puisque le contexte d'abordabilité n'est pas appliqué dans les territoires adjacents au Canada, États-Unis, Mexique, etc. Donc, l'État, si oui, quelle place pour le privé dans ce contexte? Bien, pas pour pelleter la question vers l'avant, mais on n'est pas proche d'être dans cette situation-là en ce moment. Un contexte d'abordabilité comme celui qu'on propose dans Porte ouverte, c'est un contexte dans lequel ça reste payant de construire une maison. Ce qui est plus payant, c'est de vendre une maison. Construire une maison, c'est très dur. Puis, en ce moment, les capacités étatiques, vous voyez comme moi, ne sont pas encore rendues. Donc, il va rester encore beaucoup d'argent à faire. Maintenant, si on arrive dans un contexte où l'État est tellement actif, il a tellement construit, puis que dans le fond, il n'y a plus jamais personne qui a besoin d'habiter dans du logement à but lucratif, bien, ça va être quel problème exactement? Puis je pose la question de façon un peu rhétorique, mais si on est dans cette situation-là, puis j'insiste, on n'est vraiment pas rendu. Si on est dans une situation d'abordabilité où tout le monde se loge facilement dans les milieux durables à cause d'une hyperactivité de la production puis du maintien de logements à but non lucratif, ben, on est tous gagnants. Comme oui, c'est plus possible de faire de l'immobilier à profit, mais ce qu'on veut, c'est que les gens puissent vivre près des emplois, près des services, près de leur famille, près de leurs amis, sans être constamment dans une situation de plus d'effort. Donc, comme je disais, je ne veux pas pelleter la question par l'avant, c'est juste qu'on n'est tellement pas là. On n'est tellement pas là qu'en ce moment, il reste vraiment de la place pour les deux. Il reste vraiment de la place pour les deux. Le stock qui est le stock qui est appelé à circuler, dans le fond, à sortir de nos options résidentielles le plus rapidement, ce n'est pas la construction neuve des promoteurs, c'est les vieilles maisons insalubres dans lesquelles les gens vivent en ce moment faute d'autres choix. Il va constamment rester de la demande, même si on applique toutes les solutions de porte ouverte pour les prochaines décennies pour le logement neuf qui a été construit par un promoteur qui a mis en chantier une unité de qualité. Selon vous, est-ce que le marché a la capacité de s'autoréguler par lui-même contre la crise de l'habitation? Est-ce que l'adoption d'un règlement d'inclusion est un outil intéressant pour les villes en pleine crise de l'habitation? C'est un règlement intéressant. C'est un outil intéressant. On ne pense pas, pour les raisons explicitées un peu plus tôt dans la présentation, que le marché ne va jamais surproduire de logements à la hauteur des besoins pour créer un contexte d'abordabilité. Donc, le marché, il ne peut pas renverser la crise de l'habitation par lui-même, puis on ne propose pas jamais qu'il va être en mesure de le faire. Au niveau du règlement d'inclusion, c'est un outil intéressant pour répondre aux besoins d'une clientèle particulière. Mais le règlement d'inclusion, dans le fond, ne peut pas augmenter la quantité totale de logements si c'est toujours un sous-ensemble du stock qui est réservé à un certain prix ou pour une certaine clientèle. Il y a des gens en ce moment qui n'ont pas de revenus. Il y a des gens en ce moment qui ont des besoins
très particulier, très difficile. Un des symptômes de la crise, quand on parle du manque d'espace habitable, je n'utilise pas cette anecdote-là de façon cheap. Je veux que vous compreniez l'ampleur de la crise quand on disait tantôt si on est bien logé ou en tout cas si on n'est pas dans une situation de mobilité résidentielle, on ne constate pas toujours l'ampleur de la crise qui nous secoue. Il y a des femmes en situation de violence conjugale dans la région de Rimouski qui ont été retournées chez elles faute de place dans les refuges. C'est la mobilité en ce moment, c'est là que le bât blesse, c'est là que tout s'écroule. Puis, on a besoin certainement de ces règlements d'inclusion-là pour créer un stock immobilier qui est réservé à un certain usage ou à un certain prix, mais ça ne répond pas aux besoins de tout le monde. Puis les conditions d'abordabilité, c'est quand tout le monde est en mesure de trouver facilement une place. Donc, ça peut augmenter la quantité nette de logements, par exemple, à but non lucratif. Puis, si ça le fait, on s'en félicite, puis on est content parce qu'on le maintient. Ça prend une abondance d'unités hors marché. Mais c'est juste un sous-ensemble, puis qu'on n'augmente pas la quantité totale pour faire plus de place que de monde qui cherche de la place, on va manquer le bateau. Il ne faut pas qu'on se félicite trop vite d'avoir fait un sous-ensemble du parc immobilier qui répond à des besoins particuliers, parce que tout le monde a des besoins, puis ces choses-là, ils bougent beaucoup. Je vais chercher une question. Au niveau de la hausse foncière, puis c'est peut-être la dernière question, la hausse des valeurs foncières, c'est peut-être la dernière question que je vais prendre puisqu'on est à la dernière seconde. Comme je disais tantôt, l'argent n'est pas dans les poches des propriétaires en cash. Il y a quelqu'un qui souligne, dans le fond, que la hausse a augmenté les comptes de taxes. On sait que la Ville de Montréal a annoncé que les comptes de taxes allaient être revus à la hausse. Ce qu'on récolte en ce moment, puis ça commence à faire mal à plus de monde, ça fait un moment qu'il y a des gens qui voient que ça arrive. Il y a notoirement le groupe Montréal pour tous qui milite sur la question de comment est-ce qu'on fait pour garder des gens qui ont des revenus fixes, comme des personnes retraitées, dans les milieux durables, si les comptes de taxes augmentent plus vite. Donc, on est dans une situation où est-ce que essentiellement le coût d'occupation, qui représente une sorte de loyer, augmente plus vite que les revenus de la personne. Donc, c'est un sous-aspect de la crise de l'habitation. Ce qu'on voit en ce moment avec le choc de la valeur des hausses foncières, c'est un peu la fin du party. Puis je m'excuse de le dire comme ça parce que je ne pense pas que les gens qui ont acheté, puis qu'en ce moment, ils ont vu la valeur de la propriété, c'est nécessairement tous des gagnants, puis c'est nécessairement toutes des personnes qui sont opposées à la création d'un stock immobilier. Les décisions qu'on a prises collectivement, les décisions qu'on a prises en aménagement qui ont mené à la crise de l'habitation au Canada, je pense que ça vaut la peine que je remette ma diapositive. Moi, je ne pense pas que je vais pouvoir le faire. Je suis organisé autrement. Vous voyez, les prix au Canada qui ont augmenté, ce n'est pas un accident, c'est la conséquence des décisions qu'on a prises à propos du prix des maisons. Puis, le prix des maisons, dans le fond, c'était une bonne chose pour à peu près tout le monde pendant super longtemps que ça augmente. Puis on a fait énormément d'activisme réglementaire puis politique pour protéger le prix des maisons. Quand on est rentré en pandémie puis qu'il y avait une chance que le prix des maisons recule, il y avait certains analystes immobiliers qui disaient on va voir un recul des prix. Il y a des gouvernements qui ont immédiatement injecté une tonne de liquidité dans le marché pour relaxer les conditions d'emprunt, pour s'assurer que ça continue à augmenter, qu'il n'y ait personne qui se retrouve sous l'eau. Puis, comme nos villes se financent majoritairement à travers la taxe foncière, ce qui est un énorme problème, mais ça veut dire qu'à terme, cette augmentation de prix-là va finir par devoir être payée à travers le compte foncier. Puis on voit en ce moment le bouillonnement de ça. C'est très dur, ça provoque beaucoup de douleur, puis il n'y a pas vraiment de manière de s'en sortir, à moins de créer un contexte d'abordabilité pour que tout le monde qui en ce moment est bien logé soit capable de trouver des alternatives. Ce qui est vraiment le problème, c'est vraiment pourquoi est-ce qu'on établit ça comme la condition de succès pour créer notre contexte, c'est que la personne qui pose la question, par exemple, est capable de vendre si le compte de taxe est trop cher, mais elle ne sera pas capable nécessairement de retrouver quelque chose dans les prix qui lui conviennent au même endroit. Au fur et à mesure qu'on reste dans cette dynamique-là, qu'on n'est pas dans un contexte d'abordabilité, les anecdotes vont être de plus en plus nombreuses. Puis c'est un peu une expression de ce qu'on dit quand on parle que la crise du logement, c'est trop mince pour parler du problème auquel on fait face. C'est une crise de l'habitation parce que les conditions en habitation, en ce moment, pour l'ensemble de la population, créent des crises atomisées
chez beaucoup de personnes qui sont au moment de changer d'endroit, au moment où est-ce qu'ils doivent entrer dans la mobilité résidentielle, contraints d'attendre plus longtemps, de payer plus cher ou d'aller plus loin pour se loger. Et ce n'est pas une façon durable d'envisager notre stock résidentiel. J'espère que j'ai bien répondu aux questions qui m'ont été posées. Je suis très content de voir qu'il y a des gens qui sont restés jusqu'à la fin. Comme je disais, je suis relativement facile à trouver dans mon grain de directeur habitation à Vivre en Ville. Je vous remercie pour la qualité de votre écoute ce midi et je vais remettre, je pense que le lien vers Porte ouverte a été mis dans le chat. Je vous invite à le lire. On est intéressé par vos réflexions, on est intéressé par vos critiques, par vos anecdotes. On veut continuer à réfléchir ensemble sur la question, puis on veut que tout le monde se donne l'objectif intime en tant que citoyen puis en tant que partie prenante de cette crise, de se donner un monde meilleur en habitation, de transformer notre rapport à l'habitation à dessein, créer le contexte d'abordabilité qui va profiter à tout le monde. Merci beaucoup.